Bienvenue à tous, ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime de chez Jaya pour vous présenter ce webinaire du mois de mai. Aujourd'hui, on a choisi de parler sur le sujet, pardon, je vais y arriver, du SEO au CRO, le contenu au cœur de votre stratégie d'acquisition. Pourquoi on a choisi ce sujet? C'est pour répondre à une problématique clé aujourd'hui dans un environnement digital qui va être saturé et compétitif. Attirer des visiteurs ne suffit plus. Les entreprises, elles doivent non seulement optimiser leur contenu pour le référencement naturel afin d'attirer du trafic qualifié, de qualité, mais aussi derrière pouvoir le convertir en client grâce à une optimisation du taux de conversion. Aujourd'hui, grâce à ce webinaire, on vous montrera comment intégrer ces deux approches pour créer une stratégie de contenu efficace en répondant aux attentes des internautes et surtout en maximisant votre retour sur investissement. Du coup, on vous a préparé un petit sondage. Donc, normalement, vous aviez tous dû recevoir une petite pop-up pour avoir un peu aujourd'hui, connaître l'environnement et notamment sur quel est le taux de conversion de votre site Internet. Vous pouvez répondre à tout moment, n'hésitez pas. Exactement. Je vais laisser donc Maxime, je t'en prie, te présenter. Maxime Juster, donc enchanté et ravi de faire ce webinaire avec vous. Je suis compte exécutif chez Jaya depuis maintenant une année. Alors, je connais bien SMJ aussi je pense qu'il y a plusieurs personnes que j'ai déjà reconnues aussi dans l'audience. J'ai passé 4 ans chez SMJ et maintenant j'ai rejoint Jaya. On le verra tout à l'heure, je vous présenterai cette entreprise. Mais on intervient sur une autre étape du funnel de conversion, mais dans la continuité de ce que fait SMJ. Exactement. Merci beaucoup, Maxime. Et du coup, moi, c'est Anthony, account exécutive chez SMJ. Et ça fait plus de 2 ans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir parler d'un peu de Jaya aussi et de pouvoir comprendre pourquoi, Maxime, on a décidé aujourd'hui de faire un webinaire ensemble. Alors, en effet, Jaya, on est un éditeur de CMS pour des grandes entreprises. On va répondre à plusieurs types de besoins. Globalement, les grandes entreprises, ça va être surtout des enjeux soit multimarques, soit multi-pays, avoir une visibilité à l'international. Et c'est dans ce cadre-là qu'on y répond. Mais au-delà de cette visibilité, il y a les enjeux de conversion. C'est tout l'enjeu du webinaire aujourd'hui. C'est comment on va aider nos clients à emmener ce trafic vers soit du panier moyen, soit des conversions au travers de formulaires. Et donc, c'est un des grands enjeux auxquels Jaya répond. Et puis aussi une partie portail pour nos clients. On est présent au travers de plus de 4000 sites dans près de 80 pays et on adresse différents secteurs d'activité. On est particulièrement présent dans le secteur de l'assurance et de la finance, mais aussi des services publics. Et puis après, on intervient chez plusieurs clients dans l'industrie et les services, autant B2B que B2C. Et CMJ, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, donc CMJ, c'est un SaaS qui va être propulsé par l'IA, qui va aider les directeurs marketing, les équipes SEO, mais aussi les équipes content à produire des contenus qui vont être plus performants en un moins de temps. Aujourd'hui, on met à disposition 2 solutions, une partie analyse stratégique, l'exécutive hub, et une partie content hub d'optimisation de contenu. Aujourd'hui, CMJ, c'est plus de 400 clients dans des secteurs mid-market, grands comptes, à travers le monde. Donc, on est présent dans plus de 15 pays aujourd'hui. SMJ, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça apporte au quotidien aux équipes? Ça permet de générer du contenu beaucoup plus rapidement. On passe 6 fois moins de temps, générer beaucoup plus de conversions. La moyenne aujourd'hui chez nos clients, c'est 41% de conversions supplémentaires. Et de facto, plus de trafic. La moyenne aussi est d'environ 40% de trafic supplémentaire chez l'ensemble de nos clients aujourd'hui. On accompagne des acteurs donc dans tout type de secteurs comme La Vie Claire, Leroy Merlin, Aromazone, des groupes d'écoles ou encore des médias. On est parti d'un constat pour choisir le sujet de ce webinaire. Le constat, c'est quoi? C'est que beaucoup de contenus sont produits. On effectue de gros investissements, mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, très peu de contenus ne font pas ou peu de trafic. Une statistique qui est donnée par Ahrefs, selon leur dernière étude, c'est que plus de 97% des contenus ne captent aucun trafic. C'est lié à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, l'absence de demande pour le sujet. On va rédiger des fois, on pense que c'est un sujet recherché. On se lance, on rédige, mais derrière, on n'a pas d'audience en face. Le deuxième point, c'est des contenus qui ne vont pas correspondre à l'intention de recherche. On reviendra sur la définition après de l'intention de recherche, mais l'idée, c'est qu'on essaye de positionner des pages, par exemple des articles de blog, sur des pages transactionnelles. Donc ça, c'est aussi l'une des raisons. Et le troisième point, c'est un manque de maillage interne de vos contenus. Les contenus ne sont pas bien reliés entre eux. Mais ce n'est pas le seul enjeu et ce n'est pas le seul constat qu'on a fait aujourd'hui.
En effet, alors déjà, on constate que les contenus il y a assez peu de contenus qui génèrent du trafic. Donc, on va devoir se concentrer déjà sur ces contenus-là et puis essayer d'augmenter évidemment la part des contenus qui génèrent du trafic. Ça, c'est toute la part de CMJ, en tout cas de la présentation d'Anthony. Et après, quand on prend le relais, ça va être important que ce trafic qu'on emmène sur les sites web, d'être en capacité de le convertir. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 3% de conversion. Alors, ça reste en chiffres, ça reste faible, mais ça reste un chiffre moyen sur l'ensemble aujourd'hui des sites web, qu'on soit sur du retail ou sur des secteurs comme l'assurance. Mais ça va être important d'être extrêmement rigoureux tout le long en fait du tunnel de conversion, parce que la moindre erreur vous fait perdre des points importants et on joue quand même sur des chiffres qui sont relativement faibles au départ. Donc soyons vigilants sur toutes les étapes du funnel de conversion. Et pour vous aider à lier stratégie et conversion, donc aujourd'hui, le webinaire sera décomposé en 3 grands points. Dans un premier temps, on verra le contenu qui est un enjeu majeur et pourquoi pour votre acquisition client. Derrière, on va vous aider aussi à définir votre stratégie pour attirer un trafic de qualité. Et dans un troisième temps, comment engager votre audience une fois qu'on est sur le site internet pour convertir ce trafic en client. Alors, pour bien situer en fait le périmètre et l'enjeu dans lequel on va échanger aujourd'hui, on va vous présenter déjà le tunnel de conversion. Donc, il y a différentes étapes aujourd'hui pour un visiteur qui va devenir un futur client. C'est la partie d'abord awareness, donc c'est faire connaître votre marque auprès de votre audience, sans même qu'ils la connaissent encore, donc en répondant à des attentes qu'ils ont sur des produits, des besoins. Et donc, ça, c'est tout le travail d'identifier ces besoins pour ensuite développer votre visibilité. Et puis ensuite, on va être amené, au travers du site web, à faire mûrir en fait ce besoin vers une étape de considération. C'est-à-dire qu'ils connaissent leurs besoins. Maintenant, ils n'ont pas encore défini quel est le service ou le produit qu'ils allaient choisir. Et donc, il va falloir les aider dans cette étape-là. Et la dernière étape qui consiste à la conversion, c'est évidemment finaliser votre panier moyen, ou si on est dans des services B2B, c'est de compléter un formulaire qui va donner lieu à un lead et donc une équipe commerciale qui va prendre le relais. La dernière étape, on l'abordera moins aujourd'hui, mais c'est la partie fidélisation qui reste néanmoins très importante parce que les coûts d'acquisition sont élevés, donc prenons soin de nos clients pour justement renouveler la relation avec nos clients, et puis c'est aussi l'occasion de réaliser des upsells. Alors, la vision de ce tunnel de conversion paraît simple, en tout cas de façon très verticalisée, mais elle est plus complexe que ça parce que sur des cycles de vente qui sont longs, en fait, les clients vont venir sur vos sites dans la partie awareness, vont la quitter avec un état de maturité awareness, et puis vont revenir sur une partie, par exemple, considération, sur un autre site, puis reviendront chez vous sur la partie conversion. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir être en capacité de les conduire dans ce tunnel de conversion, mais aussi, d'un point de vue SEO, de permettre à cette audience-là de revenir à différentes étapes du funnel et donc de travailler tous vos contenus avec une vision, évidemment, SEO. Et donc, on a des questions à se poser en amont de définir notre stratégie, en amont de pouvoir créer des contenus. On a déjà des questions à se poser sur l'existant. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien identifié les enjeux de mon marché? Est-ce que mon contenu qui est produit va être optimisé et est-ce qu'il va être centré sur l'intention de recherche? Une autre question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que le bon contenu est poussé au bon moment? Donc, en reprenant les étapes précédentes vues par Maxime, c'est de savoir si quand j'ai un article de blog, est-ce qu'il est poussé sur de l'awareness ou sur de la conversion, si on cherche à positionner cette page. Et c'est hyper important de se poser déjà en amont les bonnes questions. Et la dernière question, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que ma stratégie de contenu est rentable? Aujourd'hui, on s'aperçoit en SEO que énormément d'acteurs savent combien ils investissent, connaissent le montant des investissements, mais derrière, le ROI, leur retour sur investissement, il est difficilement mesurable. Tout l'enjeu, c'est déjà de comprendre est-ce que cette stratégie va être rentable? Est-ce que ma stratégie actuelle est rentable? Et maintenant, on va donc s'attarder sur comment on va pouvoir définir une stratégie de contenu pour attirer un trafic de qualité. La première chose, c'est on va rappeler l'importance du contenu. L'importance du contenu, il a vocation à être
primordial pour l'internaute. Quand on rédige du contenu, il faut toujours penser par l'internaute, mais aussi pour Google. Si Google ne lit pas correctement mon site, ne comprend pas mon contenu, derrière, il ne me positionnera pas et mon contenu ne sera pas visible. Pour l'internaute, le contenu n'aura de la valeur que s'il rencontre la bonne audience au bon moment. Pour Google, le contenu, c'est le critère de ranking qui est numéro 1, selon une étude SEMrush. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'IA Overview, Google se nourrit de nos contenus. Et lors de la dernière Core Update, c'est plus de 45% de la SERP qui a été nettoyée. Donc, le chiffre qu'on vous a cité au début, des 97% des contenus qui n'étaient pas visibles, peut-être qu'aujourd'hui, il est encore plus important. Donc, énorme enjeu de bien comprendre vraiment l'importance du contenu. Et pour l'internaute, ça va vous permettre de pouvoir l'informer, mais aussi renforcer votre influence à travers les différentes étapes du funnel. Mais également pouvoir l'attirer sur votre site internet, mais surtout attirer les cibles, donc vos personas. Et ensuite, ça va permettre de pouvoir commencer à marquer les esprits en vue des conversions futures. La première étape pour créer cette stratégie de contenu, c'est déjà récupérer des éléments de marché. Premier point, se situer sur le marché. Quels sont vos points forts, vos points faibles? Où est-ce que vous vous situez par rapport à la concurrence? Et ça, c'est primordial. Ensuite, le rythme de production de votre contenu. Est-ce que vous vous donnez les mêmes moyens que la concurrence? La troisième étape, c'est identifier le funnel. Quels sont les contenus à pousser au bon moment? Quelle typologie de page pousser au bon moment? Et ensuite, c'est réaliser un content gap. Le content gap, c'est quoi? C'est vous comparez vous par rapport à la concurrence. Là où vous êtes présent, là où la concurrence est présente, mais aussi là où vous n'êtes pas présent et la concurrence est présente, ce qui va vous donner des opportunités de contenu à créer. Pour vous situer sur votre marché, ça se passe en 3 grandes étapes. Dans un premier temps, identifiez votre trafic SEO. Ce que vous pouvez faire, c'est décomposer sur une année et sur les 3 dernières années par rapport à votre concurrence. Pourquoi? Parce qu'en vous concentrant sur le trafic organique, ça va vous permettre d'évaluer votre performance SEO, mais aussi par rapport à celle des concurrents. Cette analyse, elle vous montrera vraiment comment vos contenus sont perçus par les moteurs de recherche et si vos mots-clés stratégiques sont bien positionnés, si votre stratégie de contenu elle est efficace. Ensuite, le deuxième point, c'est identifier votre trafic marque et votre trafic hors marque. Pourquoi? Peut-être que vous avez des concurrents qui sont devant vous sur un trafic global qui est dû en fait à leur marque et non pas à leur trafic hors marque. Et ensuite, il va falloir affiner par univers. Peut-être que votre concurrent est devant vous sur du trafic hors marque au global, mais sur votre thématique phare, sur celle qui vous intéresse, il sera derrière vous. Donc, c'est hyper important déjà de se situer. C'est intéressant ce que tu dis, Anthony. C'est soyons vigilants sur les chiffres, hein. Soyons précis parce que des fois, on a des chiffres qui peuvent paraître, en tout cas, très optimistes, mais si vous l'analysez pas finement, on peut passer à côté d'insights qui sont extrêmement importants. Et ce que tu évoques là, par univers, c'est essentiel. Exactement. Et au-delà de ça, de facto, ça vous permettra vraiment de pouvoir vous fixer des objectifs qui vont être smart, qui vont correspondre aux moyens que vous allez investir, à là où vous vous situez par rapport à la concurrence et aussi de pouvoir challenger les bons acteurs. Pour vous situer sur votre marché, vous pouvez prendre un graphique. Ici, on retrouve un module de Search Intelligence chez SEMrush, mais vous pouvez très facilement le faire avec SEMrush ou Ahrefs en allant extraire les données et en utilisant Excel. Je ne doute pas que vous sachiez le faire. Ici, sur le premier graphique, on retrouve une comparaison de votre trafic organique avec celui de vos concurrents SEO sur les 3 dernières années. Chaque barre, elle va représenter une année différente, ce qui va permettre de visualiser l'évolution de votre trafic par rapport à vos principaux concurrents. Ce qui vous aidera à identifier déjà si votre stratégie à vous est performante, si celle des concurrents l'est, mais également de pouvoir identifier s'il y a une croissance sur les 3 dernières années. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier le volume de production. Pourquoi? Pour identifier quels sont les acteurs qui sont en train de mettre l'accent sur le SEO et derrière de pouvoir les challenger, mais aussi ceux qui sont déjà bien positionnés. Et là, ça va vraiment vous permettre, à travers ces 2 graphiques, de situer votre positionnement sur le marché et derrière d'ajuster vos efforts. Alors autant le trafic organique, c'est assez simple à identifier chez ses concurrents. Le volume de production, c'est plus complexe. Et surtout, même si tu évoquais la simplicité, ça reste quand même très chronophage.
Ça, c'est tout l'intérêt de votre solution, c'est à quel point on gagne du temps, hein. Et puis, une autre dynamique qui est intéressante, hein, là, c'est qu'on voit sur ton graphique du bas à la Matmut, hein, on voit qu'ils ont une forte production de contenu la dernière année, alors qu'ils sont de loin pas les premiers en termes de trafic organique. Donc, toujours jeter un coup d'œil dans le rétro, hein, pour voir à quelle dynamique progressent vos concurrents, hein, parce qu'une fois qu'ils vous doublent, c'est déjà trop tard pour réagir. Exactement. Une autre étape qui va être importante, c'est derrière identifier les étapes du funnel. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme SEMrush, Ahref, où on va extraire la donnée, et derrière, pouvoir utiliser l'IA avec GPT pour classifier en fait chacun de ces mots-clés. Pour vous contextualiser un peu plus, qu'est-ce que des contenus, qu'est-ce que des mots-clés dans la partie awareness? Donc, ça va être des mots-clés qui sont assez généraux, informatifs. Exemple, qu'est-ce que l'assurance pourquoi avoir une assurance maladie ou des petites choses comme ça. La considération, ça va être des mots-clés où on va chercher à comparer. L'utilisateur va vraiment chercher à être rassuré. Par exemple, meilleur iPhone, meilleure assurance vie. La conversion, là, l'utilisateur souhaite passer à l'acte, passer à la conversion. Donc là, ça va être achat iPhone, par exemple. Et la fidélité, c'est tout ce qui va tourner autour de vos services. Donc, par exemple, pour un assureur, c'est quel plafond d'indemnisation pour mon assurance auto, etc., etc. L'objectif ici, c'est déjà comprendre le trafic par étape du funnel, identifier les forces et faiblesses de chacun des concurrents à chacune des étapes. Et derrière, c'est aussi optimiser votre stratégie de contenu, savoir où il faut que vous concentriez des efforts. Peut-être que vous êtes très fort sur la partie considération, mais un peu moins sur l'awareness. Donc, on sait où mettre l'accent. Et derrière, ça va vraiment permettre de pouvoir améliorer votre performance. Ici, si on prend l'exemple de ce graphique, ce qu'on identifie, c'est que la Maïf, elle va montrer une forte capacité à convertir les visiteurs et à fidéliser ces derniers. Ce qui indique que sur la phase conversion et fidélisation, ils sont très bons, mais qui pourraient travailler un peu plus, la phase de considération. Les furets, quant à eux, ils vont se concentrer principalement sur attirer nouveaux visiteurs, ce qui suggère que leur stratégie va être axée sur l'acquisition initiale. Et Groupama et Matmut, ici, ce qu'on s'aperçoit, c'est il y a un bon équilibre entre attirer nouveaux visiteurs, les convertir, ce qui montre que la stratégie est assez équilibrée. Ces insights, ça vous permet d'identifier les opportunités. Si votre trafic est faible à l'étape de considération, il va falloir intensifier les efforts. Et derrière, optimiser votre stratégie. Ensuite, une étape qui est importante, c'est le content gap. Donc, le content gap, pour rappel, c'est l'identification des opportunités de contenu, là où vos concurrents sont présents et vous ne l'êtes pas, ce qui représente du coup pour vous une chance de l'améliorer. L'objectif, analyser leur présence, identifier les mots-clés communs et identifier les mots-clés où vous n'êtes pas présent. Et derrière, ça va vous permettre d'identifier les opportunités, trouver les bons mots-clés. Ces insights vont vous permettre de pouvoir prioriser vos efforts, vous concentrer sur les mots-clés à haute valeur ajoutée, où il y a peu de difficultés, mais si on souhaite challenger des mots-clés où on retrouve où il y a une difficulté, où il y a une concurrence qui est assez forte, on verra juste après comment mettre en place une stratégie de contenu efficace pour pouvoir cibler ces mots-clés. Hop, ça ne veut pas passer, c'est bon. Et donc, l'une des stratégies qui va être hyper efficace pour cibler une requête à haute concurrence, mais derrière, pour être aussi dans une stratégie de contenu qui sera efficace, centrée sur la conversion, c'est le cocon sémantique. Cette notion, on l'entend assez régulièrement. On va simplement rappeler les bases. Donc, un cocon sémantique, c'est quoi? C'est une stratégie de contenu qui va être organisée autour d'une page transactionnelle. Pour rester dans l'exemple de la finance, par exemple, c'est une page assurance vie. Ça va être notre page pilier. À quoi ça sert? Convaincre Google que vous êtes expert sur votre sujet. Pour vous situer, on accordera toujours plus de crédit à une personne qui a rédigé 10 contenus autour de l'espace qu'à une personne qui en a rédigé 2. Et Google, c'est pareil. Mais derrière, ça vous permettra aussi de pouvoir travailler tous les sujets sur toutes les étapes du funnel qui vous permettront d'informer, de convaincre et de convertir les internautes. De quoi il est composé? De tous les sujets sous forme de mots-clés informationnels, commerciaux, transactionnels, avec des petits et gros volumes de recherche. Et derrière, à travers cette stratégie, c'est créer des contenus qui nous manquent, qu'on aura identifiés via le content gap, mais derrière aussi pouvoir optimiser les contenus existants. L'impact sur la conversion, l'expertise qui va être acquise, elle va vous aider à pousser vos pages transactionnelles et donc la conversion.
Et ce cocon sémantique, en fait, c'est quelque chose qui est connu maintenant en SEO pour travailler votre notoriété et votre visibilité. Mais en fait, ça va énormément nous servir après sur la partie conversion. Puisque en identifiant les différents besoins de l'audience, on va pouvoir les faire migrer beaucoup plus facilement. Donc, c'est en ça aussi que les analyses du SEO viennent nourrir, en fait, les stratégies CRO. Exactement. Ici, on retrouve un exemple de cocon sémantique autour de l'assurance auto. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est des sous-thématiques à travers le type d'assurance auto. Une sous-thématique autour de la comparaison et de comment choisir une assurance auto et une autre sous-thématique sur le prix et le devis d'assurance auto. Ceci est une liste non exhaustive du cocon sémantique. Pour nos amis assureurs ici, ils ont connaissance des cocons qui sont beaucoup plus importants. C'est simplement pour vous présenter une image de structuration d'un cocon sémantique. Et derrière, il y a ce qui est très important, c'est de mailler chacune des pages entre elles. On a pas mal de webinaires qu'on a réalisés sur le sujet, sur le cocon sémantique, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Donc, les bons réflexes à avoir pour créer un cocon sémantique, c'est quoi? C'est déjà bien identifier la requête cible. Donc, il faut vraiment que ce soit une requête derrière qu'on souhaite pousser sur de la conversion. Analysez vos concurrents pour bien dimensionner votre cocon sémantique, pour bien comprendre le nombre de sujets qui vont intéresser les internautes. Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 300? Derrière, c'est aussi lister toutes les requêtes des contenus à créer, mais surtout ne pas négliger l'optimisation de contenu. On a mené une étude chez SMJ et on sait qu'aujourd'hui, un contenu qu'on va réoptimiser met entre 4 à 6 mois pour atteindre ses performances max, VS un contenu qu'on crée met entre 6, 8 mois, 1 an à atteindre ses performances max. Donc, c'est hyper important aussi de capitaliser sur l'existant. Derrière, c'est faire des clusters avec vos requêtes. Donc, on l'a vu, assurance auto et derrière, on a des sous-thématiques. C'est hyper important de clusteriser chacune de vos thématiques, chacune de vos offres. Derrière, ça va être aussi un enjeu, c'est de mailler vos contenus pour ne pas avoir de pages zombies et pour bien indiquer au robot Google que tel contenu répond à une problématique de ce contenu. Donc, c'est vraiment mailler tous ces contenus. Et derrière, c'est adresser chacun des personas de façon à garder leur intérêt et de les inciter à passer à l'étape suivante. C'est une notion qu'on oublie assez souvent en SEO, c'est le persona et c'est se concentrer sur le persona. Une page assurance auto jeune conducteur n'aura pas la même audience qu'une page assurance auto tout risque, par exemple. Pour rentrer un peu plus dans le micro, donc là on était dans le macro, dans le micro, comment on interprète bien l'intention de recherche? Donc l'intention de recherche, c'est ce qu'attend l'internaute à trouver à travers une requête. Typiquement, quand je tape iPhone 15, 258 Go, j'attends une page produit. Par contre, lorsque je tape iPhone 15 ou iPhone 15 Pro, là, je vais attendre un comparatif. Et pour ça, on peut le réaliser très simplement, en fait, en se basant sur le top 10, dans un premier temps, en identifiant les balises title des personnes qui sont positionnées, ce qui permettra de comprendre très rapidement quelle typologie de page va être attendue par Google. Derrière, avant de créer votre contenu, vous allez pouvoir aussi récupérer les éléments communs à travers le plan des contenus et aussi d'utiliser des éléments pour vous qui vont apporter une valeur ajoutée. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, depuis l'avènement de l'IA, tout le monde est capable de rédiger un contenu. Google n'a aucun problème avec des contenus qui sont rédigés par l'IA. Par contre, Google a un énorme problème avec des contenus qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc, l'humain est vraiment au centre de tout ça. On peut s'aider de l'IA pour aller plus vite, mais l'humain reste au centre. Ajoutez votre touche personnelle, ça va vous permettre de vous différencier. Apportez vos connaissances, ça vous permettra d'apporter une réelle valeur ajoutée à votre contenu et des éléments différenciants. Alors, je prends le relais. Pour avoir passé en fait 4 ans chez SMJ, j'ai vu à quel point cette solution elle a permis à des clients de progresser en termes de trafic et de façon considérable. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai rejoint Jaya il y a 1 an, j'ai voulu encore plus faciliter le travail des utilisateurs et de nos clients, et donc de permettre une intégration native de SMJ dans Jaya. Et donc aujourd'hui, vous avez la capacité de retrouver les fonctionnalités de la solution pour créer des contenus optimisés, les contrôler au cours du temps pour être sûr qu'ils soient toujours up-to-date en termes de performance et de bien répondre, qu'ils soient en adéquation avec les intentions utilisateurs. Et donc, vous allez retrouver directement ces fonctionnalités dans le back-office.
Alors maintenant, on va parler directement de conversion, hein. Donc c'est la suite, hein. Une fois que vous avez fait un travail SEO efficace et que vous avez donc amené du trafic qualifié sur votre site, eh ben on n'a fait qu'une partie du travail, parce qu'évidemment, si tout ce trafic on ne sait pas le convertir, malheureusement, c'est des investissements qui vont pas être rentables. Donc le taux de conversion, déjà, faut en avoir conscience. Donc, il est autour de 3%. Il est variable en fonction des secteurs d'activité, mais globalement, on va se situer autour de ces chiffres-là, hein. C'est une donnée là qui vient de chez Content Square, mais finalement, si vous croisez cette donnée-là, vous allez retrouver la même, plus ou moins, selon toutes les organisations. Donc, ce qu'on entend par CRO, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme, hein, donc c'est Conversion Rate Optimization, hein, donc c'est vraiment la capacité à emmener ce trafic vers des conversions, et les conversions, c'est vous qui les définissez en fonction de votre activité. Si vous êtes un retailer et que vous vendez des vêtements, évidemment, ça va être le panier moyen, et si vous êtes une organisation en B2B, usuellement, ça va être plutôt un formulaire qui va permettre à une équipe commerciale de les contacter. Alors, plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on a un taux aujourd'hui de 3%, et surtout, on va voir comment le faire progresser. Alors, d'une part, c'est la qualité du contenu, parce que si vous êtes en capacité de driver du trafic sur votre site web, mais que finalement, c'est déceptif, que vous drivez finalement un mauvais trafic, ça arrive, hein, plusieurs sites, hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer, où finalement, ils généraient un trafic sur le mauvais mot-clé. Et donc, du coup, forcément, derrière, on ne convertit pas. Donc ça, c'est une première étape qui est extrêmement importante, s'assurer que le trafic sur votre site, ce soit un trafic qui réponde bien au persona que vous voulez adresser. Ensuite, il y a évidemment le parcours utilisateur, hein. S'il est impersonnel, si vous êtes un lambda parmi tous les autres, eh ben, vous avez beaucoup de chance, si vous avez un portefeuille de services très important, eh ben, de taper à côté. Vous êtes une personne qui a peut-être 45 ans, qui cherche une assurance vie. Si je vous propose une assurance habitation, eh ben, je me plante. Donc, plus je vais connaître mon utilisateur et plus je serai performant. Et puis, l'UX, on est extrêmement exigeant en termes d'UX. On a tous envie d'avoir des interfaces et des expériences qui soient fluides. Et donc, de cette exigence-là, très rapidement, quand on n'est pas satisfait, on part sur d'autres sites, hein, et cette UX, elle se traduit au travers de plusieurs piliers, hein. Alors, d'une part, il y a la performance technique, hein, les sites qui mettent un certain temps à charger. En général, au bout de 2 secondes, on a perdu plus de 50% de son audience, hein. Il y a aussi la navigation au travers du site, hein. Si c'est complexe de s'y retrouver, finalement, vous allez soit pas retrouver ce que vous attendez, ou soit vous allez partir, hein. Et puis aussi, cette UX, elle va donner aussi, elle va contribuer à l'image de marque. Donc, il faut être extrêmement vigilant à cette UX-là pour aller convertir. Et puis enfin, on a aussi toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place, hein, pour passer d'un contenu à un autre, télécharger un livre blanc, remplir un formulaire. Et donc, il faut savoir être en capacité de bien placer ces boutons-là, hein, pour un maximum d'efficacité. Et pour bien comprendre aussi, et pour rebondir sur ce que dit Maxime, Walmart aux États-Unis ont accéléré le temps de chargement d'1 millième de seconde, et c'est plus de 100 000 € de ventes supplémentaires par millième de seconde chargée. Donc, il y a une énorme importance, et aujourd'hui, on le voit, c'est de ne plus traiter chaque pilier séparément, mais de vraiment travailler main dans la main. Quand on pense stratégie SEO, il faut aussi derrière penser CRO. Et c'est ça qui est hyper important, et on entend de plus en plus la notion de SXO apparaître. Et on le voit aussi, hein, dans les différents core updates de Google avec les Core Web Vitals, hein, qui sont clairement un indicateur de l'expérience utilisateur sur le site. Alors, ce que je vous propose de voir ensemble, hein, c'est un tunnel de conversion. Donc, pour être le plus complet possible, hein, je suis venu prendre des contenus de différentes sources, hein, donc c'est pas forcément le tunnel de conversion comme vous le retrouverez dans la réalité. Il est composé de différentes sources. Donc, on va retrouver dans l'étape en amont, donc l'étape d'awareness, c'est-à-dire d'être présent pour votre audience sur des requêtes là où vous n'êtes pas encore connu. On va adresser des requêtes comme comment assurer ces objets de valeur. Donc, on est vraiment dans cette phase d'awareness. On va amener son visiteur à progresser vers comment sécuriser sa maison contre les cambriolages, puisque la finalité, hein, je vous le donne tout de suite, hein, de ce tunnel de conversion, c'est de vendre de la télésurveillance. Voilà. En allant taguer ces pages, on va pouvoir
au regard de la navigation de votre utilisateur, commencez à identifier en fait ses intentions. Donc la première page est taguée cambriolage et habitation, puis ensuite la deuxième, il y a un tag de plus sur la télésurveillance et vous voyez sur la partie droite comment en fait le profil de l'utilisateur qui pour l'instant est un utilisateur lambda va s'enrichir et donc vous avez un taux d'engagement qui va aussi progresser de 15 à 45% et jusqu'à 65%. Et puis finalement, ce visiteur pour lequel qui a un intérêt pour les contenus que je lui propose, je vais lui proposer en fait une petite enquête pour qu'il connaisse un peu plus son niveau de connaissance et la sécurisation de sa maison. Et à la fin de ce formulaire, je vais lui proposer de l'alimenter avec des newsletters ou un livre blanc et donc de compléter je parlais d'un sondage, mais il va pouvoir compléter en fait ses coordonnées à la fin du sondage. Et donc, cette personne lambda n'est plus lambda puisque maintenant, je vais avoir un nom, un prénom et une adresse mail. Et là, au-delà du site web, je vais pouvoir activer des nouveaux canaux en fait de communication avec mon audience, comme du marketing ou sur des réseaux sociaux. Et donc là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce profil qui était lambda, maintenant, il a une forte appétence pour des contenus sur la télésurveillance et le cambriolage. Et puis, il est certainement aussi déjà venu auparavant sur mon site web. Et donc, je sais aussi que par ailleurs, il a une appétence pour les sujets de patrimoine et de retraite. Donc ça pourrait être un deuxième enjeu, en tout cas, que je pourrais viser sur ce type de persona. Alors, ça reste évidemment une interprétation. Là. Donc, on reprend le résultat en fait de cette personnalisation et de cette connaissance qu'on va avoir du client va vous permettre, in fine, quand votre visiteur va revenir sur le site, de personnaliser votre homepage ou d'autres pages, puisqu'il peut évidemment revenir sur des pages plus profondes de votre site web. Alors, je viens de voir que la page a sauté, excusez-moi. Et donc, vous voyez sur la partie gauche, votre page d'accueil quand vous êtes un visiteur lambda. Et puis après une navigation et qu'on a enregistré des intérêts particuliers sur le visiteur, quand il va revenir sur votre site web, on va lui proposer des contenus spécifiques à ses intérêts sur l'installation d'une alarme ou comment fonctionne une garantie vol. Et en fonction des choix de votre visiteur, vous allez pouvoir orienter les nouveaux contenus à lui proposer et d'aller plutôt sur un tunnel de conversion assurance habitation ou plutôt sur un tunnel de conversion orienté sur la télésurveillance. Et donc, les dernières étapes du funnel de conversion, qui est la considération, ça va être donc d'adresser des questions encore opérationnelles, donc d'opérer de la réassurance avant l'acte d'achat, en répondant à des questions comme comment fonctionne l'équipement, si j'ai un chien, est-ce que de la télésurveillance peut fonctionner. Donc, on est vraiment dans les phases finales de questionnement avant de passer à l'achat. Et puis, vous pourrez orienter votre visiteur vers les pages produits auxquelles il va pouvoir souscrire directement. Dernière étape à ne pas négliger, mais ce sera plutôt l'occasion en fait d'un second webinaire, je pense. C'est la partie fidélisation. On a fait tellement d'efforts pour acquérir du trafic sur son site et tant d'efforts aussi pour convertir ce trafic en client. Il va être important de prendre soin de votre client parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on a une relation très très proche commerciale et puis une fois que vous êtes client, il n'y a plus personne. Donc ça va être important de maintenir cette relation avec la marque et puis c'est l'occasion en fait de démultiplier les usages avec votre produit ou votre service et puis d'identifier des nouveaux besoins. Par exemple, si là vous avez un client qui a acheté donc de la télésurveillance, vous allez lui proposer de comment économiser de l'énergie avec des outils de télésurveillance et de domotique, comment vous pouvez surveiller vos animaux parce que pour certains d'entre vous, c'est un enjeu qui est fort, en tout cas important, de prendre soin de ses proches. Et puis de la même façon, si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, vous allez aussi pouvoir exploiter votre dispositif pour ces besoins. Et c'est l'occasion d'identifier des nouveaux besoins sur, par exemple, les besoins de seniorité. Et si vous êtes, par exemple, une entreprise comme AG2R et que vous avez aussi Domitis qui donc propose des résidences seniors, c'est l'occasion de faire du cross-sell à ce moment-là. Et derrière aussi, cet aspect fidélisation, c'est sous-estimé en SEO, mais c'est hyper important de pouvoir identifier toutes les questions que vont se poser les internautes à travers vos offres. Derrière, pour pouvoir leur proposer une réponse qui est assez directe. Aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a lorsqu'on a une question sur, par exemple, une offre autour d'une assurance auto auquel on est client, c'est de taper sur Internet.
Et en général, si on ne trouve pas la réponse, derrière, c'est d'appeler le service client. Donc en amont, si on propose la réponse à l'internaute, déjà, il gagne du temps, lui, mais vous également sur la partie service client, je vais y arriver. Sur la partie service client, ça vous permettra de le décharger à travers les questions qui vont être assez récurrentes. Et de faire des économies sur les plateaux d'appel qui sont conséquentes. On va regarder ce qu'il y a un peu sous le capot, parce qu'une expérience qui est fluide, forcément, c'est très agréable pour votre utilisateur. C'est ce qui va convertir. Mais derrière, ça demande aux équipes marketing et aussi IT, parce qu'elles sont impliquées, de faire aussi un travail en amont qui est conséquent. On va le décortiquer de façon assez simple aujourd'hui, mais je serai disponible si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, en tout cas, pour bien connaître son audience, ce qui va être important, c'est de collecter de la donnée. Plus vous aurez une granulométrie de données qui sera fine et plus vous serez en capacité de personnaliser en fait votre parcours utilisateur. Alors de la donnée, on va pouvoir en collecter sur le site web en fonction de sa navigation. On va observer les temps passés sur les pages, les clics. On va aussi pouvoir collecter de l'information sur du contexte comme la localisation. Si vous avez un marché en tout cas international, et peut-être que sur les dom-toms, si vous vendez des assurances, ils auront des enjeux sur des événements climatiques extrêmes qu'on n'aura pas en France. Donc c'est l'occasion d'avoir des contenus propres à ce qui les touche vraiment. Et puis enfin du déclaratif, c'est ce qu'on a vu avant. Vous remplissez un formulaire, donc vous donnez délibérément de la donnée à votre annonceur, ou bien au travers de social login, quand vous allez vous connecter à votre espace, c'est l'occasion aussi de donner de la donnée qui va être capitale pour vous, pour personnaliser vos parcours. Après, de la donnée, dans toutes les entreprises, vous en avez déjà sur vos clients au travers du CRM. Peut-être vous avez aussi en place une DMP, vous avez des réseaux sociaux. Donc, tout cette stack marketing que vous avez déjà en place vont permettre de nourrir votre data hub qui est la CDP, la Customer Data Platform. C'est là qu'on va collecter tous les insights, en fait, toutes les données sur vos utilisateurs. Et à partir de ces données-là, on va pouvoir segmenter. Alors, segmenter, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, c'est isoler des populations, parce que quand vous avez énormément de visiteurs sur un site, si vous voulez personnaliser, on va trouver des caractéristiques communes à cette population, par âge, par pouvoir d'achat, par secteur géographique, par appétence des contenus qu'ils ont pu consulter sur les réseaux sociaux ou sur votre site web. Et cette segmentation-là, ensuite, va vous permettre de déclencher directement des actions par grande population. Et j'oubliais, dans votre segmentation, vous allez pouvoir prendre aussi la notion de scoring. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en avant une offre qui a une durée limitée dans le temps, vous savez que tous ceux qui en sont à un niveau de maturité beaucoup plus faible, ça va peut-être pas les toucher. Donc, dans votre segmentation, vous allez prendre en compte une population qui a déjà une certaine maturité avec un taux d'engagement supérieur à 50%. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que toutes les interactions que vous allez pouvoir mettre en place, toutes les personnalisations, elles vont venir naturellement nourrir de nouveau votre CDP. Donc là, on a un cercle vertueux. Plus vous engagez en fait de la personnalisation, plus vous récupérez de la donnée sur vos utilisateurs. Autre point important, c'est la notion d'itération. Je m'en suis rendu compte à quel point d'ailleurs dans ce webinaire, en choisissant certains sujets que je souhaitais traiter, qu'on peut avoir des hypothèses et on peut se tromper. Donc c'est important quand on a une hypothèse de la tester et donc de se donner des indicateurs de performance qui vont valider en fait que votre hypothèse elle soit juste ou pas juste. Donc si je prends le cas, par exemple là j'ai pris d'ailleurs un outil qui est Hotjar, qui permet de faire des cartes de chaleur. On l'a fait sur notre site web. Alors le screenshot est un peu petit, mais ce qu'on voit en rouge, c'est que en fait nos visiteurs viennent beaucoup sur le menu sur la partie gauche. Alors ça, c'est aussi une vision un peu occidentale, mais on lit de haut en bas et de gauche à droite. Et donc, en fait, ce que vous voyez peut-être pas, c'est que sur cette partie rouge, c'est notre partie produit, et la partie d'après, c'est la partie use case. Et donc, est-ce que on fait plus de conversions en mettant en avant nos produits ou plutôt les use cases? Ce serait intéressant de faire un test. Et donc, on va faire un test là-dessus. Je l'ai pas encore réalisé pour ce webinaire, mais on va le réaliser. Et moi, je vous recontacterai d'ici quelques semaines pour vous livrer les résultats. Et donc, on va se donner un chiffre qui vont valider que cette expérience fonctionne. Alors, ça va être assez simple, c'est d'avoir des taux de conversion plus élevés qu'aujourd'hui avec cette version-là. Et puis ensuite, il faut analyser vos résultats et puis, à chaque fois, changer un petit paramètre pour s'assurer que ce que vous mettez en place, ça donne des résultats positifs sur vos conversions.
Ça, c'est extrêmement important à mettre en place, toujours se remettre en question et analyser régulièrement vos résultats parce que même des acquis d'aujourd'hui peuvent évoluer dans le temps. Donc, je vais quand même vous montrer un A/B test qui a été finalisé, comment ça fonctionne. Là, on est chez Ubisoft. Sur la partie gauche, on a la partie témoin, c'est-à-dire l'UX avant le test. Et sur la partie droite, vous avez la partie qui va être évaluée, la nouvelle variante. Donc, en fait, la difficulté qu'ils avaient, qu'ils rencontraient, c'est qu'il y avait beaucoup de scroll, puisqu'en fait, ils vendent des jeux vidéo. Et à la fois, vous aviez 5 types d'édition du jeu. Et ensuite, une fois que vous aviez choisi l'édition de votre jeu, il fallait choisir la plateforme sur laquelle vous alliez la télécharger. Et ils trouvaient que leur taux, en tout cas, de conversion était insuffisamment élevé. Et donc, ils ont travaillé sur l'UX. Ils sont venus réunir en fait l'ensemble de ces informations-là sur une seule page sans avoir à scroller. Vous avez le choix de la plateforme sur la partie gauche de l'écran et le choix du produit sur la partie droite. Et de cette façon-là, ils ont observé plus 12% des ventes. Et quand vous faites 12% des ventes, c'est quand même énorme. C'est très significatif pour votre business. Tout ça en allant juste changer l'UX d'une page. Et ces tests-là, vous pouvez les mener sur énormément de paramètres. Et donc, si vous avez ces tests-là sur de nombreux paramètres, sur du contenu, sur de l'UX, forcément, au bout du funnel, vous allez avoir des ventes qui vont exploser. Dernière partie, c'est que je vous ai présenté, alors de façon synthétique, comment convertir du trafic sur un site web. Pour ce faire, vous avez une multitude d'outils et donc il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer dans une stratégie de conversion. Soit vous partez sur une stack avec plusieurs outils qui ont un avantage, ou soit vous partez sur une suite et chacun a ses avantages. Quand vous avez une multitude d'outils, que vous avez Hotjar, que vous avez A/B Testy ou Chameleon pour faire de l'A/B test, des outils de personnalisation, puis un CMS comme WordPress, vous avez chacun de ces outils-là qui sont dédiés à un usage spécifique. Donc, vous avez une couverture fonctionnelle qui est très large et une UX qui est pensée pour. Donc, en général, vous avez une multitude de solutions qui répondent bien exactement à vos besoins. Quand vous partez sur une suite, vous avez d'autres atouts, c'est que vous n'avez pas l'impact de l'intégration. Parce que quand vous avez plusieurs outils, vous avez des montées en version qui vont prendre du temps à vos équipes IT, qui vont manger des budgets qui ne seront pas disponibles pour d'autres enjeux et qui vont vous retarder aussi dans la mise en œuvre de votre stratégie. Quand vous avez une suite, et c'est le cas de Jaya, vous avez une solution avec un CMS, avec une CDP pour collecter les données de vos clients et vous allez pouvoir mener de l'A/B test sur toutes les tunnels de conversion que vous mettez en place. Et donc, on est plus rapide, on a une seule interface, un seul interlocuteur. Donc, ça peut aussi répondre à d'autres enjeux d'entreprises qui veulent aller rapidement mettre en place des tunnels de conversion. Je crois qu'on arrive, et 42, on arrive à la fin de notre présentation. On va vous présenter encore quelques chiffres et quelques conseils. Et puis après, on se garde 10 minutes ensemble pour répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions que vous aviez posées. Et donc, pour conclure, on va revenir sur quelques cas concrets de clients en commun qu'on a avec Jaya. En moyenne, aujourd'hui, c'est 57% de trafic supplémentaire sur l'ensemble des clients secteur de la finance. Donc, c'est vraiment hyper important de pouvoir reprendre toutes les étapes qu'on a vues en amont, pouvoir bien créer sa stratégie en fonction de toutes les étapes qu'on a situées avant, les étapes du funnel, mais également pouvoir vous situer, vous, par rapport à la concurrence et derrière vous fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Et ensuite, on a donc la partie CRO. Maxime, je te laisse en parler. Alors déjà, si vous faites plus 57% de trafic, c'est une pépite pour nous en CRO parce que forcément, vous apportez beaucoup plus de trafic sur le site. À nous maintenant de le convertir. Et puis, si on peut augmenter le taux de conversion, alors là, forcément, il y a un effet de levier qui est important. Et donc, on a mené plusieurs types de personnalisation avec nos clients. Et donc là, je vous cite un exemple sur un formulaire de simulation, on fait plus 27% grâce à de la perso, et à l'issue d'une simulation, en fait, c'est un contact avec un sales, donc c'est à chaque fois un nouveau leads dans le pipe des commerciaux. Donc, c'est hautement apprécié, et ça, c'est sur un formulaire. Donc après, quand vous répliquez toutes ces expériences sur tous vos formulaires, vous avez une équipe commerciale qui est sous l'eau, mais positivement. Exactement. Et on a l'un de nos clients qui a décidé de travailler le pilier SEO en même temps et en commun avec le pilier CRO, vraiment dans une stratégie SXO. Et les résultats sont vraiment conséquents et ont porté leurs fruits parce que c'est plus de 2 millions d'euros
de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à la même période l'année d'avant. Donc là, vraiment, c'est hyper important de pouvoir allier votre stratégie SEO, votre stratégie CRO et tout ça, le même combat mené ensemble. Et derrière, on aura des résultats qui seront vraiment parlants et probants. Et maintenant, les 3 derniers conseils, c'est trois choses qu'il faut retenir lorsqu'on quitte ce webinaire. C'est quoi? Déjà, la première, c'est connaître les enjeux de son audience pour créer un trafic de qualité. Si on ne sait pas, si on ne comprend pas qu'est-ce qu'attend notre audience, qui sont nos personas, derrière, notre stratégie, elle sera inefficace parce qu'on ne répondra pas à leurs problématiques et on leur proposera pas des contenus pertinents qui vont les aider à pouvoir progresser dans le tunnel. Et ensuite, c'est vraiment identifier l'intérêt particulier de chacun et de chaque visiteur pour optimiser les conversions et vraiment cibler à travers le persona. Alors, en effet, et ça, c'est important, Anthony, hein, c'est important à la fois dans votre visibilité de bien comprendre ce qui va questionner votre audience pour les emmener sur votre site, mais ensuite, ça alimente en fait toutes les stratégies de conversion puisqu'ils vont rentrer par une porte du funnel et vous, en fonction de cette connaissance que vous avez de votre audience, vous allez pouvoir les driver vers le bout du funnel de conversion. Et le dernier point qui est important à retenir, c'est qu'on l'a vu au travers d'un tunnel de conversion sur la télésurveillance. La personnalisation vous permet de convertir votre audience. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup des ROI qu'on a en SEO et en CRO, c'est que chacun de ces contenus peuvent nourrir différents tunnels de conversion. En fonction en fait de l'appétence de votre visiteur, vous allez pouvoir l'orienter vers un nouveau contenu, c'est-à-dire que un contenu comme on l'a vu avant dans ce que je vous présentais peut très bien vous conduire vers de la télésurveillance comme de l'assurance habitation par exemple. Et donc c'est ça qui est aussi à prendre en compte quand vous développez une stratégie de contenu, c'est d'avoir en ligne de mire les différents usages que vous allez pouvoir en faire. Et là, ça va venir augmenter de façon drastique en fait vos ROI sur l'effort éditorial que vous avez produit. Ayant 2 account exécutifs présents dans ce webinaire, nous étions obligés de vous proposer une offre de lancement. Donc aujourd'hui, pour tous les clients CMJ, Jaya vous offre l'extension pour toute nouvelle adhésion à notre plateforme. Pour la partie Jaya, Maxime, je te laisse. De la même façon, en fait, on est très heureux de vous permettre en fait de travailler votre visibilité et votre acquisition. Donc on travaille ensemble, on a développé donc ce connecteur qui permet de travailler directement et nativement dans Jaya avec SEMJ. Et donc ce connecteur qui permet en fait l'interfaçage entre les deux solutions, on vous l'offre si demain vous devenez client d'une de nos solutions. Et on sera très heureux de vous accompagner sur cette partie-là. Exactement. Et pour ça, Et après, il y a tous les nouveaux clients, parce qu'il n'y a pas que des clients aujourd'hui dans l'audience. Donc, tous ceux qui seraient amenés à nous rejoindre demain, donc SEMJ, vous leur faites une offre particulière sur la plateforme, qui est de 15%, Anthony. C'est ça, exactement, 15% donc sur l'offre business jusqu'au mois de juillet. Et nous, on sait que les délais de décision sont un peu plus longs, donc on va l'étendre jusqu'à la fin de l'année. Mais tous ceux qui deviendront clients, on leur offrira donc l'extension Jaya SEMJ. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre attention, pour votre présence. On va passer donc du coup maintenant à la partie questions. Alors, il nous reste 10 minutes. Alors, les votes, 16. Alors, on a Yannick, tac. Qu'entendez-vous par Google a nettoyé 45% de la SERP? Alors, lors de la dernière Core Update, ça c'est une data qui nous vient de Google, Google a annoncé que 45% de la SERP avait été nettoyée de contenus qui n'apportaient pas ou peu de qualité. Ce qui sous-entend, c'est soit des contenus qui étaient dans une position 2, 3e, et du coup qui sont redescendus, soit carrément qui ont été désindexés. Maxime, je te laisse choisir une question. Je te laisse peut-être prendre celle des cocons, parce que je regarde celles qui sont propres au CRO. Tu peux la démarrer en direct, je la vois pas, Max. Là. Peut-on faire des cocons sémantiques même si nos contenus sont publiés depuis un moment, liés à nos pages en sœurs et parents-enfants? Oui, tout à fait, vous pouvez, et il faut… j'étais en train de regarder. Et il faut se servir des contenus existants. Pour votre cocon, c'est repenser le cocon
Et à travers le Content Gap, c'est identifier quels sont les contenus déjà présents où vous êtes positionné existants sur votre site internet. Et du coup, s'en servir, les recycler et derrière, créer des nouveaux contenus là où vous n'êtes pas présent, là où vous n'êtes pas positionné. Donc oui, tout à fait, on peut le faire. Hop. Maxime, c'est bon? Alors, peut-on avoir un exemple d'intégration JS-MJ? Oui, avec plaisir, on pourra en discuter assez longuement, mais je peux vous donner en tout cas le nom d'un client, par exemple. Aujourd'hui, l'AGMF va utiliser nos deux solutions avec l'extension et donc ils ont gagné du temps, en effet, à directement travailler leur contenu dans le back-office. C'est surtout pour la partie contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contenu, vous le savez, il y a une volatilité sur les SERP et donc il va être important de mener un monitoring en tout cas un monitoring régulier sur vos contenus. Donc en général, ils produisent les contenus directement dans l'application SEMJ, mais par contre, ils repassent régulièrement sur le contenu dans le back-office pour vérifier que le content score, donc ce qui traduit la qualité de votre contenu d'un point de vue SEO, soit toujours up-to-date. Et s'il y a besoin, comme là, ils vont faire qu'une petite correction, ils la font directement dans le back-office. Ensuite, on a une question de Cassandre. Il est donc préférable d'avoir plusieurs articles en divisant les thématiques et en faisant un maillage pertinent, comme sur votre slide, plutôt qu'un article long et complet englobant plusieurs thématiques. Oui, effectivement, ce qu'on aime dire chez CMJ, c'est une page, un mot-clé, un sujet. C'est vraiment important de se concentrer sur un seul sujet à travers une thématique qui peut être commune. Pour vous prendre un exemple un peu plus concret, si on souhaite on crée notre entreprise, par exemple, pour contextualiser un peu plus, je crée mon entreprise, je me lance dans le marketing. Au début, j'ai pas le temps de me spécialiser sur une seule chose, donc je vais prendre un livre qui va être générique autour du marketing. Par contre, si je souhaite développer un à un chaque pilier, je vais prendre des ouvrages qui vont être spécifiques. Et Google, c'est pareil, il préférera des contenus spécifiques qui sont pas forcément très longs, mais qui répondent vraiment à la problématique de l'internaute. Le risque d'un article long, c'est d'être positionné sur une multitude de mots-clés, mais moyennement. On ne pourra pas viser un top 3. Donc, c'est vraiment hyper important. Un sujet, un mot-clé, une page. Hop. Maxime, je te laisse y répondre. Voilà une question, elle n'est pas évidente à y répondre, mais je vais y répondre en partie. À partir de quel trafic devient-il pertinent de faire du CRO en termes de ROI? Alors, c'est pas simple à y répondre parce que ça va vraiment dépendre de votre business. Si vous vendez des stylos à quelques centimes, évidemment, on va vraiment viser de la masse. Si vous êtes une entreprise en B2B, chaque visite est importante et donc vous devez de la prendre en main. Donc c'est pas évident à ce niveau-là, ça va dépendre de votre business model. Par contre, ce qui est important, c'est ne développez pas des stratégies de CRO qui vont mobiliser des équipes, qui vont mobiliser du budget, si déjà vous n'avez pas l'amont. Si vous n'avez pas de trafic, il va falloir se poser des questions sur comment je génère du trafic sur mon site. Et si ce trafic-là, vous l'avez pas, peut-être qu'il y a aussi des positionnements de marque. Donc, il y a vraiment un continuum aussi à avoir. C'est quel est votre marché, faut le connaître, pour derrière identifier les intentions de recherche et comment aller les chercher pour les amener sur votre site et ensuite les convertir. Donc, c'est en ça qu'il faut avoir des ressources internes ou être accompagné d'agences pour pouvoir répondre à ces questions et être drivé parce que c'est très difficile de répliquer des modèles. Et ceux aujourd'hui qui réussissent, c'est parce qu'ils ont une lecture fine en fait de leur audience et qu'ils ont su adapter un parcours utilisateur particulier. Hop, on passe à la question. Il nous en reste quelques-unes. Pourquoi elle ne monte pas sur scène? Hop. Max, tu peux indiquer que tu as publié la question? En attendant, je peux juste compléter ma réponse. Ouais. C'est en tout cas un point qui est très important. Quand vous êtes dans le vide, que vous ne savez pas quel indicateur doit être déterminant pour vous, est-ce que c'est une réussite ou est-ce que ça doit déclencher des actions, c'est d'analyser votre concurrence. Ça, c'est un point important. Donc, par rapport à votre question, Vincent, regardez ce que font vos concurrents en termes de trafic et ça vous donnera aussi des indicateurs de quand est-ce que vous devez déclencher, vous, des actions de CRO. Ah, une question que j'aime bien. Pour générer des contenus plus humains avec de l'IA, vous faites comment? Comment on fait?
simple et compliqué à la fois. Euh, il faut en fait, l'idée c'est vraiment de vous aider de l'IA pour des tâches qui vont être chronophages. Comme tâche chronophage, on va avoir de la rédaction. C'est par exemple proposer un premier jet rédactionnel à travers l'IA ou sur des sujets qui vont être un peu communs. Par exemple, si on identifie les bienfaits du thé vert, par exemple, dans l'article, on va évoquer qu'est-ce que le thé vert, quels sont ses bienfaits. Pour tous ces petits sujets, on peut s'aider de l'IA pour rédiger. Pour apporter un côté plus humain, c'est hyper important d'utiliser le contenu qui va être généré par l'IA comme une première version. Et à travers cette version, c'est apporter votre patte, apporter votre touche au contenu en apportant votre connaissance personnelle, mais également une valeur ajoutée pour derrière le rendre plus humain et enlever certains marqueurs IA qui peuvent exister. On identifie souvent en effet, des listes qui sont tout le temps constituées pareil. C'est aussi enlever tous ces marqueurs. Et ce qui est hyper important aussi pour générer des contenus qui sont plus humains. Aujourd'hui, on a un enjeu, donc tout le monde crée le contenu et l'enjeu qu'on va avoir, c'est de créer un contenu qui correspond à notre marque en fonction de la brand et en fonction de notre ton de voix. Et c'est hyper important quand on va rédiger des contenus avec l'IA pour le rendre plus humain, mais aussi plus en adéquation avec votre marque, c'est de reprendre vos guidelines, comment vous communiquez, est-ce que vous utilisez le tutoiement, le vouvoiement, et c'est vraiment retranscrire votre marque, votre ton de voix à travers ces contenus. Et c'est comme ça qu'on arrivera à rendre des contenus qui seront beaucoup plus humains et moins IA. Je te laisse fermer ta question. Allez. Yes. Vas-y, Maxime. Peut-être la dernière ou l'avant-dernière. La dernière. Voilà. Ouais, allez, je réponds à la question d'Hugo. Peut-on produire les 2 premiers effets du funnel sur une seule page ou doit-on forcément créer les différentes pages du cocon? Alors oui, c'est tentant de créer une page avec les 2 étapes du funnel et pourquoi pas les 4. Malheureusement, ça risque de rater. Pour quelle raison? On l'évoquait avant, si vous voulez bien connaître votre audience, il faut être fin avec une granulométrie d'informations sur votre audience riche et être fin dans l'approche. Si vous voulez tout réunir au sein de la même approche, finalement, on en arrive à ce qu'on évoquait avant, des sites qui ne sont pas personnalisés. Donc, ça va être dur, en fait, de mesurer l'engagement, de collecter de la data. Donc, par économie, on serait tenté de réunir différentes approches, mais malheureusement, ce ne sera pas une réussite et ça reprend aussi les notions du cocon. Il est plutôt conseillé de segmenter votre contenu que de faire des contenus très très longs. Voilà. Quand vous avez plusieurs thématiques, eh ben venez faire plusieurs contenus, donc des snack content que vous allez mailler entre eux. Ça va avoir beaucoup plus d'efficacité d'un point de vue SEO. Parce que en fait, vous allez mieux vous positionner sur des requêtes de longue traîne qui vont vous apporter de l'autorité sémantique pour gagner en autorité, vous positionner sur les requêtes les plus compétitives. Et nous, d'un point de vue CRO, jouer avec un set de contenus beaucoup plus variés qui répondent à des besoins spécifiques et à des étapes du funnel de conversion différentes va énormément nous aider à créer des parcours utilisateurs, les automatiser et demain les répliquer avec justement des nouveaux entrants, des nouveaux contenus ou des nouveaux produits que vous allez vendre. Donc, globalement, c'est pas conseillé de réunir, de vouloir nourrir plusieurs intentions de recherche et plusieurs étapes du funnel de conversion au sein d'un même contenu. Et je pense qu'on en arrête là. Qu'on a traité toutes les questions. Ouais. Merci énormément à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à tous. Nombreux à vraiment rester jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous avez nos contacts. N'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, chacun d'entre nous va vous contacter aussi. Vous aurez le replay dans la journée. Et les slides aussi avec. Si les questions viennent plus tard, revenez vers nous. Ce sera avec un grand plaisir. C'est ça. Et si vous avez d'autres questions sur ce sujet de webinar, on est disponible aussi sur LinkedIn via la messagerie privée. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention et hâte de vous retrouver pour un prochain webinar. À bientôt. Merci Maxime. Au revoir.